La semaine dernière, lundi dernier, Gabriel Serville a été élu président du conseil d'administration de l'EPFA, l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane. Autrement dit, l'établissement qui s'occupe en Guyane d'acquérir des terrains qui serviront ensuite notamment à la construction de logements. Pour en parler, nous sommes ce matin avec son directeur, le directeur de l'EPFA, Denis Giroux. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Denis Giroux, car le sujet est un petit peu technique, d'autant que vous intervenez dans plusieurs domaines. Vous avez des missions d'aménagement pour l'habitat, un volet foncier, un volet agricole. Est-ce que vous pourriez, pour une personne qui n'a jamais entendu parler de vous, jamais entendu parler de l'EPFAG, nous expliquer, nous résumer à quoi vous servez précisément? Alors, nous servons à préparer l'aménagement du territoire de la Guyane de demain. Donc sur 3 volets, donc comme vous l'avez dit, donc sur le volet agricole, nous préparons des terrains où vont s'installer de nouveaux agriculteurs. Donc au sud de Cacao par exemple, l'année dernière à Kourou. Au niveau foncier, nous travaillons avec les collectivités pour faire en sorte que leurs projets se réalisent. Donc par exemple en ce moment, nous travaillons pour le compte de la CACL, de l'Aglo, pour préparer le foncier pour le transport en commun en site propre, dont certains travaux ont déjà commencé dans Cayenne, on le voit tous les jours. Et pour ce qui concerne le logement, donc nous travaillons pour nous-mêmes, si vous voulez, en ce sens que nous achetons et nous aménageons des terrains pour construire des nouveaux quartiers, donc comme par exemple l'écoquartier de Rémire-Montjoly qui est en construction en ce moment. Donc foncier, habitat et agricole. Vous êtes un établissement public. C'est qui vos partenaires? Avec qui est-ce que vous travaillez? Les collectivités, la CTG, les communes? C'est exactement ça. En fait, statutairement, on est un établissement public d'État, donc qui est très original, puisque ce type de montage avec 3 activités n'existait qu'en Guyane. Ça a été créé en Guyane, il faut le savoir, en 96. Ça a été reproduit ensuite à Mayotte. Ça a été aussi reproduit à Paris, avec Grand Paris Aménagement. Nous travaillons donc pour l'État et les collectivités. Le conseil d'administration est paritaire, donc il y a autant d'élus que de fonctionnaires. Donc CTG et maire pour ce qui concerne les élus. Alors, pour qu'on visualise bien ce que vous faites, vous nous avez déjà parlé un petit peu du TCSP, mais est-ce que vous pourriez nous donner d'autres exemples, d'autres projets qui ont peut-être déjà été réalisés ou qui sont en cours et dans lesquels vous êtes intervenu? Alors, les projets les plus visibles sont les nouveaux quartiers qui ont été faits ou qui sont en train d'être faits, donc comme l'écoquartier de Rémire-Montjoly. Ça peut être aussi l'écoquartier d'Hibiscus, donc à côté de l'université, donc qui est en train de se terminer. Donc ça a été auparavant donc toute la zone d'aménagement de Soula, et encore plus avant, par exemple, les Barbadines à Matoury. Un autre à Aroura, c'est ça? Alors, Aroura, ça fait partie de l'opération d'intérêt national, donc c'est en préparation pour un aménagement dans les prochaines années. Donc votre but, vous nous l'avez dit, c'est entre autres choses de créer des nouveaux quartiers, des éco-quartiers. C'est quoi exactement un éco-quartier? Alors un éco-quartier, c'est en fait l'éco-quartier, c'est une norme de qualité, on va dire de façon simple, de conception des quartiers, à la fois sur la façon de les réaliser, dans la façon de les préparer également avec le public, donc sur des quartiers qui sont plus respectueux de l'environnement, avec des meilleurs espaces publics, avec une gestion des déplacements ou de l'énergie qui est plus vertueuse et plus économe en fait également, mais également plus agréable à vivre, on va dire, que ce qui se fait d'habitude. Avec peut-être aussi une vision globale du quartier, ne pas avoir des lotissements qui se construisent de façon un petit peu anarchique de gauche à droite. C'est ça, en fait quand nous faisons un aménagement, on aménage une ville nouvelle ou un morceau, une ville nouvelle. Non, mais quand vous regardez Soula, c'est quasiment une ville nouvelle, par exemple, et dans lequel il est important qu'il y ait tous les services publics ou privés qui soient conçus dès le départ de manière à pouvoir faciliter l'accès de ces services, que ce soit les écoles, les collèges ou les commerces, etc., une place de marché, un parc public, facilement et si possible à pied ou en vélo pour le maximum de personnes du quartier. Donc on regarde par exemple à faire attention à ce que dans un rayon à peu près d'un quart d'heure à pied, il y ait le maximum de ces services accessibles, directement conçus dès le départ en fait, de façon intégrée au moment où on réfléchit avec les collectivités à l'architecture générale du quartier. Et vous concevez aussi les moyens de circulation au sein de ces quartiers et pour relier un quartier à un autre? Tout à fait. Donc en fait, il y a le fonction du quartier lui-même et le fonction du quartier avec sa périphérie. Par exemple, on travaille actuellement avec la mairie de Cayenne sur le futur écoquartier des Maringouins qui permettra le long du transport en commun site propre dont on a parlé vers les Maringouins, également de relier
de mailler le quartier avec d'un côté vers Cabassou, de l'autre côté vers le Tigre et le RSMA. Alors, on connaît évidemment les difficultés en Guyane avec d'un côté une forte évolution démographique et de l'autre une pénurie de logements. Du coup, l'État a acté la création d'une opération d'intérêt national en Guyane, une OIN, pour accélérer la construction de logements. Est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer ce qu'est une OIN ? Alors, une opération d'intérêt national, en fait, c'est la délimitation d'un certain nombre de secteurs. Donc, en Guyane, il y en a 24, dans lesquels... répartis sur une petite dizaine de communes, c'est ça ? Sur 9 communes. 9 communes, ouais. Sur 9 communes, donc de Rourage jusqu'à Saint-Laurent et Mana, où l'urgence, en fait, d'aménagement et de logement est telle qu'il y a des moyens particuliers, exceptionnels, qui sont mis en œuvre par l'État et ses partenaires aussi, mais par l'État, puisque une opération d'intérêt national, c'est la première opération, c'est la reconnaissance, en fait, si vous voulez, de l'urgence sociale du logement en Guyane, et c'est une façon de répondre à une augmentation de la population qui est inéluctable. Pour les 20 prochaines années, on a une augmentation inéluctable de la population, et on sait qu'il y a un défaut d'infrastructure, qu'il y a un défaut d'équipement public et bien sûr un manque de logement très important. Et ces moyens exceptionnels mis en place par l'État, ça veut dire quoi exactement ? C'est des moyens financiers ? C'est une accession au foncier qui serait peut-être plus rapide dans ces endroits-là que dans d'autres zones ? Alors il y a un petit peu de tout, il n'y a pas non plus énormément de choses, mais c'est à la base, oui, bien sûr, il y a des moyens financiers exceptionnels qui ont été dédiés et qui continuent à être dédiés. Une opération internationale, ça dure 15 ans, hein. On n'est pas sur un effet d'annonce, c'est pas non plus un plan d'urgence de rattrapage, hein. L'idée justement de ne pas avoir à faire de rattrapage et de pouvoir anticiper. Et donc pendant une quinzaine d'années, donc on a un plan financier d'accompagnement, mais également un engagement de l'État, par exemple, parce que le foncier d'État qui est dans l'opération internationale, il n'est pas majoritaire, mais il y en a quand même pas mal, puisse être transféré gratuitement à l'établissement public pour que nous fassions les travaux et qu'au final, le coût soit plus faible. Et ces OIN, elles s'inscrivent dans ce qu'on appelle communément le plan logement outre-mer, c'est ça ? En fait, c'est ça. L'opération internationale de la Guyane est une contribution très importante au plan logement outre-mer. Il faut voir que dans les 15 prochaines années, à peu près la moitié des nouvelles constructions de la Guyane seront dans les zones de l'opération. Alors, je me suis un petit peu baladé sur votre site internet, sur le site de l'EPFAG. J'ai lu que toutes ces OIN, elles représentaient un potentiel de plus de 7000 logements pour 26 000 habitants. Ça c'est le potentiel, mais la concrétisation de ce potentiel, il faudra attendre combien de temps finalement avant que ça ait lieu ? Alors, 7000 logements pour 26 000 habitants, c'est pour les 6 premières années. D'accord. L'opération internationale totale représente à peu près 21 000 logements pour à peu près 70 000 habitants. Bon, c'est beaucoup plus que ce que j'avais dit. Non, mais c'est déjà... Voilà, non, mais, et l'enjeu pour nous, effectivement, est de tenir ce rythme, parce que construire l'équivalent de 7 000 habitants sur une petite ville comme Rémire, en 6 ans, c'est pas rien. Comment ça se passe en règle générale pour comprendre la manière avec laquelle vous intervenez ? Une collectivité a un projet et elle vient vous voir pour vous demander des conseils sur le terrain qui sera utilisé et vous occupez d'acquérir ce terrain ? Oui. Mais ça dépend de la taille. En fait, nous, on est en tant qu'établissement public d'aménagement, on ne travaille pas sur des petites surfaces, puisque, comme je le disais, on doit avoir des quartiers intégrés dans lesquels il y a du logement, certes, mais aussi des espaces publics. Il y a toujours à peu près, par exemple, un tiers de la surface qui est consacré aux espaces verts. Si vous voyez à Rémire, ou même le futur quartier de Palika à Cayenne, fait 15 hectares, mais sur ces 15 hectares, il y a 3,5 hectares de parcs et jardins, d'un seul tenant, hein, je ne parle pas des jardins dans les maisons. Donc c'est vraiment important, et pour pouvoir faire cet aménagement global, on doit travailler sur des grandes surfaces. Une ZAC, bon, évidemment, Soula, par exemple, c'était quasiment 400 hectares, mais une ZAC comme les Maringouins, c'est 40 hectares, donc il y a un travail foncier extrêmement important avant. Et ce travail foncier, ça veut dire quoi ? En fait, vous cherchez les terrains qui sont disponibles, constructibles ? C'est ça, en fait, on travaille toujours sur des terrains constructibles, donc du schéma d'aménagement régional, c'est la base, hein, le SAR, le fameux SAR. Ensuite, les projets se construisent avec les collectivités. Donc, dans le cas de l'opération internationale, les secteurs sont déjà connus puisqu'ils ont été déterminés, ce qui est normal puisqu'on est sur 15 ans. Donc à l'intérieur de chaque secteur, il y a des procédures foncières qui permettent d'acquérir les terrains à l'amiable. La quasi-totalité du temps, c'est à l'amiable. Et si nécessaire, par des voies moins amiables. Et ça prend un certain temps qui permettent ensuite de définir avec la collectivité concernée
et des comités de pilotage dont je vous passe le détail, mais il y en a beaucoup, nombreux, ils sont extrêmement inclusifs avec tous les services de l'État et des collectivités, de manière à ce que chacun puisse faire ce qui dépend de lui, puisqu'il y a des collectivités qui s'occupent d'eau potable, d'autres de transport, d'autres de ramassage de déchets, de construction scolaire, etc. Et il faut que tout ça s'emboîte harmonieusement. Denis Giraud, c'est quoi les principaux freins que vous rencontrez puisqu'on parle d'aménagement du territoire? On entend par exemple souvent dire que la majorité des PLU, des plans locaux d'urbanisme, ils ne sont pas en phase avec les projets d'aménagement. C'est un problème concret que vous rencontrez? Ah oui, les problèmes concrets sont... Bon, il y a des problèmes techniques qu'on arrive souvent à régler, mais qui ne sont pas toujours simples, d'inondabilité de terrain. Inhérents au terrain finalement, la géographie. Inhérents au terrain, à la nature des terrains qui peuvent être... qui permettent par exemple pas de monter beaucoup d'étages ou qui sont inondables. Ensuite, là, on passe beaucoup de temps à la mise effectivement en accord de l'ensemble des documents réglementaires, donc des PLU, dans les PLU, c'est les plans locaux d'urbanisme, ce qu'on avait avant les plans d'occupation des sols, mais ça peut être aussi les plans de prévention des risques qui sont évolutifs, et il ne faut pas qu'on soit en permanence dans l'évolution ou la mise à jour, puisque du coup, les décisions prennent du temps. Or, on est dans une situation où on sait qu'on a une augmentation inéluctable de la population, et on ne peut pas se permettre de perdre du temps sur des choses de ce type-là trop longtemps. Oui, ça veut dire qu'avant même la phase de projet de travaux, il y a une recherche administrative qui doit être considérable. Il y a une mise en ligne en fait des documents, donc il y a toujours moyen, si vous voulez, de les rendre compatibles avec un projet sur lequel tout le monde est d'accord, bien sûr, c'est pas un projet qui est imposé, mais c'est plus long évidemment que quand c'est préparé à l'avance. Voilà. Alors on se souvient qu'après les accords de 2017, il y a 250 000 hectares de terre qui devaient être rétrocédés par l'État aux maires et à la CTG. Dans votre cas, uniquement concernant l'EPFAC, combien d'hectares l'État vous a cédé? Combien d'hectares de terre? Aujourd'hui 23, mais 23 hectares. Mais disons que sur l'opération d'intérêt national, il y a à peu près 1500 hectares de foncier d'État, dont une partie qui n'est pas forcément constructible, mais qui est incluse dans l'opération, par exemple la montagne du Tigre, donc on ne va pas demander bien sûr, mais l'ordre de grandeur c'est ça, donc on estime qu'il y a quelques centaines d'hectares de terrain d'État sur les 6000 hectares de l'opération d'intérêt national, mais qui sont très importants, puisque dans certaines communes, ils représentent l'essentiel, autant sur l'agglo, la quasi-totalité des terrains sont privés, l'agglo de Cayenne, je dirais. Mais autant dans l'Ouest, c'est le rapport inverse. Donc, pour travailler, par exemple, à Saint-Laurent-du-Maroni, nécessairement, il faut que le transfert des terrains d'État se fasse pour que nous puissions faire les travaux qui représentent un coût tout à fait important. Et ce sont des hectares uniquement dévolus à la construction de nouveaux logements? Ou en tout cas quartiers. Ils sont prévus pour la construction de quartiers. Ensuite, en fonction de Il n'y aura pas du logement partout, mais... Non, il y a des endroits où il n'y aura que des parcs, par exemple, ou des jardins. Il y a des endroits où il y aura des équipements sportifs, des stades ou des routes, tout simplement. Alors on l'a dit, Gabriel Serville est le nouveau président du conseil d'administration de l'EPFAC depuis la semaine dernière. J'entends inscrire, c'est ce qu'il a déclaré, plus que jamais l'EPFAC dans ses missions de production de foncier aménagé au profit des bailleurs sociaux. C'est une des conditions, a-t-il dit, de succès de la lutte contre l'habitat illégal et insalubre. C'est quoi votre avis, Denis Giraud, sur la question ? C'est un aspect extrêmement important de notre travail. Vous savez, il y a pratiquement 80% de la population en Guyane qui est éligible au logement social. Il y en a beaucoup moins qui sont logés. Dans les opérations que nous menons, nous avons un pourcentage, à peu près la moitié de logements aidés dans les opérations, ce qui est très important puisque ça permet d'accéder à des logements de qualité dans des quartiers qui sont plutôt qu'un mieux fait que ce qui se faisait avant, à des tarifs qui sont administrés. Donc les loyers sont plafonnés et il y a un manque très important de logements en général et de logements sociaux de différentes catégories. Parce que le logement social, c'est un monde en lui-même, mais il en manque effectivement beaucoup. Encore une fois, non pas forcément pour attirer des personnes en plus, mais parce que nous avons une augmentation inéluctable de la population pour lesquelles il faut un logement décent. L'EPFAC existe depuis 2017, c'est ça à peu près? Alors en fait, l'EPFAC existait sous un autre nom qui était l'EPAG depuis 1996 et a été refondé et renommé en 2017 pour avoir des statuts qui permettent de réaliser plus facilement l'opération d'intérêt national. Je vous pose cette question de date parce que finalement, j'avais envie de savoir si à vos yeux, il y avait
quand même pas eu un terrible manque d'anticipation depuis ces dernières années concernant cette évolution démographique dont vous nous avez déjà dit quelques mots? En fait, c'est bien le constat du fait que les méthodes habituelles ne fonctionnaient pas, qui a été fait entre 2012 et 2015, 2016, qui a abouti à la création d'opérations internationales et à la refondation de l'établissement pour lui permettre de la réaliser, puisque on voyait bien que depuis 20 ans, le logement illégal croît plus vite que le logement légal. La Guyane est le département où il y a le plus de suroccupation des locaux. Il y a 3 fois plus de logements suroccupés qu'en Ile-de-France, par exemple, en Guyane. C'est voilà. Et par ailleurs, dans le marché libre, les loyers sont très élevés. Donc vous avez à la fois des loyers élevés, vous avez des logements illégaux et des logements suroccupés. Et ça, c'est un vrai cercle vicieux. Et pour en sortir, donc il a été mis en place cette opération de terrain national avec des moyens spécifiques pour enrayer ce système. Merci beaucoup Denis Giraud d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes le directeur de l'EPFAG, l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane. Merci encore, bonne journée.